Au bain. Anton Tchekhov. 1. Hé, type! Cria un gros monsieur au corps blanc, entrevoyant dans la buée un homme maigre et grand, à barbe clairsemée, ayant au cou une longue croix de cuivre. Donne plus de vapeur! Je ne suis pas le garçon de bain, votre noblesse, je suis le barbier. Ce n'est pas à moi de donner de la vapeur. Si vous le désirez, je puis vous appliquer des ventouses scarifiées. Le gros monsieur passa les mains sur ses hanches rouges, réfléchit et dit: Des ventouses? Bon, applique-moi, j'ai le temps. Le barbier courut chercher ses verres dans l'avant-bain, et quelques minutes après 10 ventouses bleuissaient sur le dos et sur la poitrine du gros monsieur. Je me souviens de votre noblesse, dit le barbier, appliquant la 11e ventouse. Vous avez daigné vous baigner chez nous samedi dernier, et je vous ai taillé les corps. Je suis le barbier Mirailo. Vous avez daigné, vous en souvenez-vous, me questionner au sujet des jeunes filles à marier. Ah ah? Et alors? Rien, monsieur. Je fais actuellement mes Pâques, et c'est un péché, votre noblesse, de juger les autres. Mais je puis vous le dire, en conscience, que Dieu pardonne ma liberté. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est tout sans conduite et sans raison. Une jeune fille autrefois voulait épouser un homme sérieux, sévère, ayant du bien, pouvant raisonner de tout, pratiquant sa religion. Et celle d'aujourd'hui, c'est l'instruction qui la séduit. Il lui faut un homme instruit. Un monsieur fonctionnaire ou commerçant n'allait pas le lui présenter, elle s'en moquerait. Et cependant, il y a instruction et instruction. Il y a des instruits, naturellement, qui arrivent à un haut poste, mais d'autres restent scribes toute leur vie et ne laissent pas de quoi se faire enterrer. Il n'en manque pas de cela aujourd'hui. Il vient ici un de ces gens instruits, un télégraphiste. Il a passé tous les degrés. Il peut fabriquer des dépêches, mais il se lave sans savon. Ça fait pitié à voir. Il est pauvre, mais honnête, prononça une grosse voix enrouée sur le gradin le plus élevé de l'étuve. Il faut être fier des gens pareils. L'instruction, alliée à la pauvreté, atteste les hautes qualités de l'âme. Ignare. Mirailo guigna le gradin du haut. Se battant le ventre avec une poignée de branches de bouleau, un homme maigre, osseux de tout le corps, et ne semblant avoir que de la peau et des côtes, y était assis. Son visage disparaissait sous de longs cheveux tombants, on ne voyait que ses yeux méchants, remplis de mépris, braqués sur Mirailo. C'est un de ces chevelus, fit Mirailo en clignant de l'œil, de ces gens à idées. C'est effrayant ce qu'il en a poussé. Impossible de les arrêter tous. Ce qu'il laisse pendre ses mèches, ce squelette. Toute conversation chrétienne lui déplaît, comme l'encens au diable. Il prend la défense de l'instruction. C'est précisément cela que les jeunes filles d'à présent aiment. Précisément cela, votre noblesse. N'est-ce pas dégoûtant? En automne, une fille de prêtre me fait venir. Trouve-moi Michel, me dit-elle. On m'appelle Michel dans les familles parce que je frise les dames. Trouve-moi Michel, me dit-elle, un fiancé dans les écrivains. Moi, par bonheur pour elle, j'en avais un sous la main. Il venait au tractir de Porphyri Emelianitch et ne faisait que menacer de tout dire dans les journaux. Le garçon s'approchait-il pour lui demander l'argent de sa consommation, tout de suite il lui envoyait une gifle. « Comment ça, me prendre de l'argent? Sais-tu bien qui je suis? Sais-tu que je peux imprimer dans les journaux que tu as tué quelqu'un ?» Il était malingre, déguenillé, je l'appâtais avec l'argent du prêtre. Je lui montrais le portrait de la demoiselle et le traînais chez elle. Je lui avais procuré un habit en location. Eh bien, il n'a pas plu à la demoiselle. Il n'a pas assez de mélancolie dans la figure, m'a-t-elle dit. Elle ne sait pas elle-même quel diable il lui faut. C'est calomnier la presse, fit sur le gradin du haut la grosse voix enrouée. Tu es un homme de rien. C'est moi l'homme de rien? Vous avez de la chance, monsieur, que je fasse mes Pâques cette semaine. Sans cela, je vous aurais dit ce qu'il faut pour votre homme de rien. Vous êtes par conséquent écrivain, vous aussi? Bien que je ne le sois pas, n'aie pas la hardiesse de parler ce que tu ne connais pas. Il y a eu beaucoup d'écrivains en Russie, et qui ont été utiles. Ils ont éclairé le pays, et pour cela, nous devons les traiter non pas avec moquerie, mais avec honneur. Je parle autant des écrivains laïcs que des ecclésiastiques. Les personnages ecclésiastiques ne vont pas s'occuper de choses pareilles. Tu ne peux pas le comprendre, ignorant. Dmitri de Rostov, Innocenti de Kherson, Philarète de Moscou et les autres prélats de l'Église ont, par leurs écrits, suffisamment contribué à l'instruction. Mirailo regarda de biais son adversaire, remua la tête et fit un grognement. « Ça, monseigneur, murmura-t-il en rejetant la nuque, vous y allez un peu fort. C'est quelque chose de compliqué. Ce n'est pas pour rien que vous avez de pareils cheveux. Pas pour rien. On comprend très bien tout cela et nous vous montrerons tout à l'heure quel homme vous êtes. Gardez un peu votre noblesse et ventouses sur vous. Et je reviens à l'instant. Je ne fais qu'aller et venir. » Relevant en marchant son pantalon mouillé et faisant fortement claquer ses pieds nus, Mirailo entra dans l'avant-bain.
Il va sortir à l'instant un homme à longs cheveux, dit-il à un garçon, qui était au comptoir et vendait du savon. Alors, tu sais, surveille-le. Il excite les gens. C'est un homme à idées. Tu ferais bien de courir chez Nazar Zakharich. Préviens les chasseurs. Il va tout de suite entrer ici un homme à longs cheveux, chuchota Mirailo au chasseur, qui gardait le vestiaire. Il excite les gens, surveillez-le, et courez dire à la patronne qu'elle envoie chez Nazar Zakharich pour dresser un procès-verbal. Il dit de ces choses, c'est un homme à idées. Quel homme à cheveux longs, dirent les chasseurs inquiets. Aucun homme comme ça ne s'est déshabillé ici. Il ne s'est déshabillé que 6 personnes. D'abord 2 tartares, puis un monsieur, puis 2 marchands, puis le diacre. Personne plus. Tu as dû prendre le père diacre pour un homme à longs cheveux. Qu'inventez-vous, diable? Je sais ce que je dis. Mirailo regarda les habits du diacre, toucha attentivement la soutane et leva les épaules. Un étonnement extrême se peignit sur son visage. Et comment est-il le diacre? Maigriot, blondin, presque pas de barbe. Il tousse toujours. Marmonne Mirailo. C'est donc que j'ai grogné contre un personnage du clergé. En voilà une histoire, père Grégoire. En voilà un péché. En voilà un beau péché. Et c'est que je fais mes Pâques, frère. Comment pouvoir me confesser maintenant que j'ai injurié un membre du clergé? Pardonne-moi, mon Dieu, pauvre pécheur que je suis. Je vais aller lui demander pardon. Mirailo, se grattant la nuque, la mine longue, rentra dans la salle de bain. Le diacre ne se trouvait plus sur le gradin haut. En bas, près des robinets, les jambes fortement écartées, il emplissait d'eau un baquet. « Père diacre, lui dit Mirailo d'une voix éplorée, pardonnez-moi, au nom du Christ, impie que je suis. Te pardonner quoi? Mirailo fit un soupir profond et se prosterna devant lui. Parce que, dit-il, j'ai pensé que vous aviez des idées dans la tête. 2. Je suis étonné, dit Nicodim Yegoritch Potichkin, en montant sur le plus haut gradin de l'étuve. Je suis étonné que votre fille, avec toute sa beauté et l'innocence de sa conduite, ne se soit pas encore mariée. Nicodim Yegoritch, nu comme tout homme nu, avait pourtant gardé sa casquette sur sa tête chauve. Craignant les transports au cerveau et l'apoplexie, il prenait toujours ses bains de vapeur avec sa casquette. À sa question, son interlocuteur Makare Tarasitch Piechkin, un petit vieux aux jambes maigres et bleues, haussa les épaules et répondit « Elle ne s'est pas mariée parce que Dieu m'a privé de caractère. Je suis d'un naturel très calme et très soumis, Nicodim Yegoritch, et aujourd'hui on ne gagne rien avec la douceur. L'épouseur aujourd'hui est féroce et il faut le traiter en conséquence. Que voulez-vous dire? À quel point de vue est-il féroce? L'épouseur est gâté. Comment il faut se comporter avec lui? Avec rigueur, Nicodim Yegoritch. Il ne faut pas se gêner avec lui, Nicodim Yegoritch. Le traîner chez le juge de paix, lui flanquer sur la margoulette, envoyer chercher l'agent de police. Voilà ce qu'il faut. C'est une espèce qui ne vaut rien, une espèce nulle. Étendus côte à côte sur le plus haut gradin de l'étuve, les amis commencèrent à s'escrimer avec leurs balais de bouleau. Une espèce nulle, continua Makare Tarasitch, ce qu'ils m'en ont fait voir, les canailles. Si j'avais eu plus de caractère, ma Datcha serait déjà mariée et ferait des enfants. Oui, mon bon, il y a maintenant, mon bon monsieur, des vieilles filles dans le sexe, et à le dire en pure conscience, c'est la moitié du tout, 50%. Et remarquez-le, Nicodim Yegoritch, chacune de ces vieilles filles a eu, dans ses jeunes années, des fiancés. Et pourquoi, je vous le demande, ne s'est-elle pas mariée? Pourquoi? Mais parce que les parents n'ont pas su retenir le fiancé, l'ont laissé échapper. Ça, c'est juste. L'homme d'aujourd'hui est gâté, bête, libre penseur. Il aime à tout avoir pour rien de rien et à faire tout profit. Il ne fera pas pour toi un pas gratis. Tu lui rends service et il te demande de l'argent. Et naturellement, il ne se marie pas non plus sans arrière-pensée. Je me marierai, se dit-il, pour attraper de l'argent. Cela encore ne serait rien, cela irait. Bois, avale, prends mon argent, mais épouse mon enfant, fais-moi cette grâce. Mais il arrive que même en donnant de l'argent, tu en verses des larmes et endures chagrin et tourments. L'un se fiance et fait durer les fiançailles. Puis, quand il arrive au point principal du mariage, il tourne bride et va se fiancer à une autre. Il fait bon être fiancé, il n'y a que plaisir à cela. On nourrit le fiancé, on l'abreuve, on lui prête de l'argent. N'est-ce pas une belle vie? Et le bonhomme fait le fiancé jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Pas besoin de se marier. Il est déjà tout chauve, tout blanc, ses genoux plient et il est encore fiancé. Il y en a d'autres qui ne se marient pas, par bêtise. Un sot ne sait pas lui-même ce qu'il lui faut. Il choisit et rechoisit. Ceci ne va pas, ceci ne convient pas. Il vient, revient, se fiance et tout à coup, sans rime ni raison, « Je ne peux pas, dit-il, et ne veux pas. »
Tenez, prenons par exemple M. Katavassov, le premier fiancé de Datcha. Professeur au lycée, même conseiller honoraire, ayant étudié toutes les sciences, sachant le français et l'allemand, mathématicien. Et tout compte fait, c'était un imbécile, un idiot, et rien d'autre. Vous dormez, Nicodim Yegoritch? Non, pourquoi ça? Je fermais les yeux de plaisir. Et alors voilà, il commença à tourner autour de ma Datcha. Et il faut vous dire que Datcha, alors, n'avait pas encore 20 ans. C'était une jeune fille telle que tout le monde simplement s'en étonnait. Une date, de l'embonpoint, de la formance dans tout le corps, etc., etc. Le conseiller d'État Tsitseronov Graviansky, fonctionnaire à l'administration des cultes, se traînait à genoux pour qu'elle devînt gouvernante de ses enfants. Mais elle ne voulut pas. Katavassov se mit à fréquenter chez nous. Il venait chaque jour et restait jusqu'à minuit. Il parlait à Datcha de toutes sortes de sciences et de physique. Il lui apportait des livres, écoutait sa musique. Et il insistait toujours sur les livres. À ma Datcha, qui elle-même est très instruite, il ne fallait pas du tout de livres. C'était du temps perdu et pas autre chose. Et lui, en lui recommandant de lire ceci et cela, l'a ennuyé à mort. Il l'aimait, je le voyais. Et elle, en apparence, ça marchait assez. Il ne me plaît pas, papa, me disait-elle, parce qu'il n'est pas militaire. Mais malgré qu'il ne le fût pas, ça allait. Il avait un rang, était noble, en bon état et ne buvait pas. Que fallait-il de plus? Il fit sa demande. On les fiança. Il ne parla même pas de la dot. Motus, comme s'il n'était pas un homme, mais un pur esprit, pouvant se passer de dot. On fixa même le jour du mariage. Et que croyez-vous, hein? 3 jours avant la noce, ce Katavassov vient me trouver à mon magasin. Les yeux rouges, pâle, il tremble comme s'il avait eu peur. Que puis-je donc pour vous, monsieur? Pardon, Makare Tarassitch, me dit-il, mais je ne peux pas épouser Daria Makarovna. Je me suis trompé, dit-il. En considérant, dit-il, sa jeunesse florissante et sa naïveté, je pensais trouver en elle un sol propice, et pour ainsi dire, la fraîcheur d'âme. Mais elle a déjà eu le temps, dit-il, d'acquérir des penchants. Elle est portée, dit-il, vers le clinquant, ne connaît pas la peine, elle a sucé ça avec le lait de sa mère. Je ne sais plus ce qu'elle avait sucé, il dit tout ça en pleurant. Et moi, mon bon monsieur, je ne fis que grogner un peu et le laissai partir. Je n'allai pas chez le juge de paix et ne me plaignis pas à ses chefs. Je ne lui ai pas fait honte en ville. Si j'étais allé chercher le juge de paix, il aurait eu peur du scandale, ne craignait rien, et aurait épousé. Ses chefs n'auraient pas été chercher ce que ma fille avait sucé avec le lait de sa mère. Quand tu as troublé une jeune fille, épouse-la. Le commerçant Kliakin, tenez, en avez-vous entendu parler? Il est vrai que c'était un moudjik, mais quel tour il a fait! Un fiancé chez lui aussi se mit à faire le difficile, chicana quelque chose dans le trousseau, alors Kliakin l'emmena dans un de ses dépôts, ferma à clé et tira, savez-vous, de sa poche un gros revolver, chargé à balles comme il faut, et armé. Il lui dit « Jure-moi devant l'icône vaurien que tu l'épouseras, ou je te tue. Jure-le à la minute. » Le jeune homme jura et épousa. Hein, vous voyez? Moi, je ne suis pas capable de ça, pas même de battre. Un fonctionnaire du consistoire, lui aussi de l'administration du culte, le petit Russien Brudzienko, vit ma Datcha et en devint amoureux. Il court après elle, rouge comme une écrevisse, marmotte différentes choses, et il jaillit de sa bouche comme de la flamme. Le jour, il est chez nous, et la nuit, il passe et repasse devant nos fenêtres. Et Datcha commence à l'aimer. Ses yeux petits Russiens lui plurent. Il y a en eux, dit-elle, le feu et la nuit noire. Le petit Russien vint, revint et fit sa demande. Datcha donna son consentement, on peut le dire dans le ravissement et l'extase. « Je comprends, papa, dit-elle, que ce n'est pas un militaire, mais il est tout de même de l'administration du culte, ce qui est la même chose que l'intendance, et c'est pour cela que je l'aime beaucoup. Une jeune fille, et tout de même elle sait ce que c'est l'intendance. » Le petit Russien examina le trousseau, marchanda avec moi et ne fit que lever le nez. Il consentit à tout, pourvu que le mariage se fît au plus vite. Mais le jour même des fiançailles, il regarda les invités, et se prenant la tête, « Saints du paradis, dit-il, ce qu'ils ont de parents. Je ne consens pas, je ne peux pas, je ne veux pas. » Et le voilà à parler, à parler. De mon côté, je lui dis choses et autres. « Mais, père, tu as raison, lui dis-je, votre noblesse. Il n'y a plus d'honneur à avoir plus de parents. » Il n'en convint pas. Il prit son bonnet et fila. Il y eut encore un autre cas. Le forestier Alalaïev demanda ma Datcha. Il l'aimait pour son esprit et sa conduite, et Datcha l'aima aussi. Son caractère positif lui plaisait. C'était effectivement un brave homme, bien. Il fit sa demande et tout se passa en bonne forme. Il examina le trousseau jusque dans les détails, fouilla dans les coffres. Il gronda Matriona de n'avoir pas empêché la police d'être mitée, et il me remit l'inventaire de son bien.
C'était un homme bien. Ce serait un péché de mal parler de lui. Il me plaisait extrêmement, je dois l'avouer. Il marchanda 2 mois avec moi, je lui donne 8000 roubles et en demande 8500. Tout en marchandant, nous nous mettions parfois à boire du thé. Nous en buvions chacun 15 verres, et marchandions toujours. Je lui ajoutais 200 roubles. Il ne voulait pas. Nous nous sommes manqués pour 300 roubles. En s'en allant, il pleurait, le pauvre. Il aimait beaucoup Datcha. Je m'en veux maintenant, pêcheur que je suis. Je le dis sincèrement. Il fallait lui donner les 300 roubles, ou le menacer de lui faire partout honte en ville, ou bien l'emmener dans un réduit obscur et lui flanquer sur la margoulette. Je me suis fourré dedans, je le vois maintenant. J'ai fait l'imbécile. Rien à faire, Nicodim Yegoritch. J'ai le caractère trop doux. Vous êtes trop paisible, en effet. Allons, je pars, il est temps. La vapeur m'alourdit la tête. Nicodim Yegoritch se battit une fois de plus avec le balai et descendit. Makar Tarasitch fit un soupir et se mit à se cingler avec encore plus d'énergie.